Je m'appelle Alexandre. J'ai 32 ans et je suis architecte commercial et paysagiste haut de gamme. Il y a un an, je me tenais pétrifié au milieu du salon impeccable et parfaitement mis en scène de mes parents, complètement enveloppé par l'odeur étouffante de roses blanches importées. J'étais là, à écouter la femme qui m'a mis au monde prononcer une phrase qui allait modifier définitivement toute la trajectoire de ma vie. Ma mère, Martine, m'a regardé droit dans les yeux, a lissé le devant de son gilet de créateur et m'a annoncé que je n'étais pas le bienvenu au mariage de mon propre frère. Elle a dit que ma présence, mon existence même, mon tempérament calme gâcherait l'esthétique, l'ambiance et la parfaite atmosphère qu'ils essayaient de projeter auprès de leurs riches amis du country club. À ce moment-là, alors que j'essayais désespérément de comprendre comment sauver ma relation avec les personnes qui m'avaient élevé, elles ont ri. Ma mère et ma tante ont littéralement ricané de ma personnalité sérieuse devant moi, traitant mon exclusion comme un simple inconvénient logistique pour leur événement parfait digne d'une couverture de magazine. Mais il y avait une chose immense qu'ils ignoraient. Ils n'avaient absolument aucune idée de l'empire immobilier mondial que j'avais discrètement bâti dans l'ombre. Ils n'avaient aucune idée des clients milliardaires qui me respectaient, des contrats d'entreprise que je détenais, ou de la fondation caritative massive que j'étais sur le point de lancer sur la scène mondiale. Et en ce moment même, alors que je suis assis ici à vous raconter cette histoire, ces mêmes parents laissent des messages vocaux désespérés et larmoyants sur mon téléphone, me suppliant pratiquement de leur accorder une seule minute de mon temps. Avant de vous raconter exactement comment j'ai transformé mon humiliation ultime en l'événement le plus vu et le plus commenté de toute l'année, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la vraie justice trouve toujours le moyen d'équilibrer la balance. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous me regardez aujourd'hui. Je lis chacun de vos commentaires. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a réellement commencé. Si vous regardiez ma famille de l'extérieur, vous penseriez que nous étions l'incarnation même du rêve américain. Nous avions cette immense maison coloniale dans la banlieue aisée, la pelouse parfaitement tondue qui obsédait mon père pour les réunions de copropriété du quartier, et les tenues coordonnées pour les cartes de vœux annuelles. Tout ressemblait à une couverture de magazine sur papier glacé. Mais si vous avez déjà travaillé dans l'architecture et le design comme moi, vous connaissez la vérité sur les structures. Vous savez qu'une façade magnifique et coûteuse peut facilement masquer des fondations pourries et chancelantes. Exactement 2 mois après cette conversation brutale dans le salon, ma mère était assise à un brunch haut de gamme et exclusif avec ses amis les plus proches. Elle portait ses plus belles perles, buvait un mimosa à $20 et se vantait bruyamment de sa famille parfaite. Elle a sorti son téléphone dans l'intention de montrer des photos retouchées par un professionnel et hautement filtrées du mariage de mon jeune frère Tristan dans le sud de la France. Mais lorsqu'elle a ouvert son application de réseau social, le mariage de Tristan était introuvable sur son fil d'actualité. À la place, elle a vu une vidéo en direct qui faisait fureur dans le monde entier, accumulant des millions de vues à la minute. Elle a vu une Rolls-Royce fantôme d'un noir de jet s'arrêter devant un pavillon de verre côtier à couper le souffle. Puis la caméra a pivoté et elle m'a vu, moi, son fils oublié, ennuyeux et invisible, sortir dans un smoking sur mesure, serrant chaleureusement la main d'un sénateur éminent des États-Unis et de l'une des femmes chefs d'entreprise immobilière les plus puissantes de la planète. Une amie de la famille qui était assise à cette même table m'a raconté plus tard que le sang s'était complètement retiré du visage de ma mère en quelques secondes. Elle est devenue pâle comme un spectre, a suffoqué et a laissé tomber son téléphone directement dans son verre de mimosa, provoquant une scène monumentale qui a figé tout le restaurant. L'ampleur de la liste des invités à mon mariage l'a littéralement fait s'évanouir. Mais je ne suis pas arrivé là du jour au lendemain. Ma victoire n'est pas née d'une chance soudaine ou d'une vengeance mesquine. Elle s'est forgée dans le feu de 32 années passées à être traitée comme un fantôme dans ma propre maison. Pour comprendre pourquoi mon mariage a enflammé Internet et complètement brisé les égos surdimensionnés de mes parents, il faut d'abord comprendre l'enfer qu'ils m'ont fait subir. J'ai grandi en croyant que la famille était censée être un havre de paix. Je croyais aux mensonges que l'on nous vend tous sur l'amour inconditionnel. Mais chez moi, l'amour était une transaction commerciale. Il était entièrement conditionnel et la monnaie d'échange était ma capacité à faire briller mes parents. Mon jeune frère Tristan était l'enfant gâté. Il avait 4 ans de moins que moi, était bruyant, incroyablement charismatique, séduisant au sens conventionnel, et très attaché aux apparences superficielles. Il a voulu être acteur, puis mannequin, puis influenceur sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la phase coûteuse qu'il traversait, mes parents la finançaient sans une seule seconde d'hésitation. Quand j'avais 18 ans, alors que je m'apprêtais à postuler à l'université,
je suis allé dans le bureau de mon père pour lui poser des questions sur le fonds d'études qu'ils étaient courants d'avoir constitué pour moi depuis mon enfance. Mon père n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Il a simplement mentionné, de manière désinvolte, qu'ils avaient vidé l'intégralité de mon fonds d'études, jusqu'au dernier centime, pour payer le conservatoire d'art dramatique privé d'élite de Tristan à Los Angeles. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Ils ne se sont pas excusés. Ils ont simplement pris mon avenir et l'ont donné à mon frère pour qu'il puisse faire des photos de casting et aller à des fêtes à Hollywood. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objet. Je suis simplement sorti de la pièce, je suis allé directement à la banque, j'ai contracté des prêts étudiants massifs et étouffants, et j'ai trouvé un travail de nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt pour payer mon diplôme d'architecture. J'ai vécu de nouilles instantanées et de café pendant que Tristan conduisait une voiture de sport payée par mes parents. Ma mère répétait constamment que j'étais tout simplement trop sérieux. Lors de nos grands dîners de Thanksgiving en famille, la dynamique était toujours exactement la même. Tristan trônait au centre de la table, racontant des histoires rocambolesques et exagérées sur ses rôles mineurs dans des publicités ou sur les célébrités qu'il prétendait avoir croisées dans un café. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Moi, j'étais assis en silence à l'autre bout de la table, coupant mes aliments, essayant de trouver un moment pour en placer une. Si j'essayais de parler de ma vie, si je mentionnais un procès majeur en matière de zonage que je venais de remporter pour un projet commercial ou une promotion salariale importante que j'avais reçue dans mon cabinet d'architecture, mon père m'interrompait immédiatement. Il ramenait aussitôt le sujet sur la nouvelle coupe de cheveux de Tristan ou sur sa nouvelle petite amie. J'ai appris très tôt à manger ma dinde, à sourire poliment, à hocher la tête au bon moment et à me fondre parfaitement dans le décor. Je pensais que si je continuais à être présent, si je payais mes factures par moi-même, si je ne causais jamais de problème, ils finiraient par se réveiller et voir ma valeur. Je pensais que le pire de leur favoritisme flagrant était derrière nous une fois l'enfance passée. Je me trompais lourdement. Le rejet ne se limitait pas aux grandes choses NHQHCTPC à toi. Il résidait dans les micro-agressions quotidiennes et répétées. C'était leur façon d'oublier mon anniversaire 3 années de suite, tout en organisant une fête somptueuse sur un yacht pour les 25 ans de Tristan. C'était la façon dont, lors des funérailles de ma grand-mère, la seule femme de la famille qui m'ait jamais vraiment aimé et qui m'avait laissé un petit héritage, ma mère m'a demandé de me tenir à l'arrière pendant l'éloge funèbre afin que Tristan puisse avoir la place au premier rang à côté d'elle pour les photos. J'ai ravalé ma fierté à chaque fois. J'ai continué à jouer le rôle du grand frère calme, fiable et sans histoire. Mais on ne peut ravaler qu'une certaine quantité de poison avant qu'il ne commence à ronger nos organes vitaux. L'illusion fragile que je portais désespérément depuis 3 décennies s'est finalement brisée un mardi soir d'octobre. J'avais été invité à un dîner de famille obligatoire chez mes parents. Je venais de terminer une semaine de travail éreintante de 70 heures pour finaliser les plans d'un campus d'entreprise, mais je m'étais présenté malgré tout. J'avais apporté une bouteille de vin importée à $200, désireux d'être un bon fils, de participer à ce moment de complicité familiale qu'ils avaient prévu. Quand je suis entraîné dans la grande salle à manger, l'atmosphère était électrique. Le lustre en cristal brillait de 1000 feux, l'argenterie des grands jours était de sortie et l'odeur d'un rôti de côte de bœuf de premier choix flottait dans la pièce. Tristan se tenait en bout de table, une coupe de cristal de champagne à la main, le bras passé autour de sa petite amie, Céline. Céline était une fille douce. Elle était un peu naïve, issue d'une famille très riche de vieille bourgeoisie, mais elle m'avait toujours traité avec un respect calme et sincère qui faisait défaut à ma propre chair. Avant même que je puisse poser la bouteille de vin de prix sur le comptoir, Tristan s'est raclé la gorge et a annoncé leurs fiançailles. Il a sorti une bague en diamant énorme qui étincelait sous le lustre, une bague si grosse qu'elle semblait assez lourde pour faire couler un petit bateau. La pièce a explosé. Mes parents ont éclaté en applaudissements. Mon père a presque bondi de sa lourde chaise en chêne pour serrer chaleureusement Tristan dans ses bras, de vraies larmes de joie coulant sur ses joues. Ma mère poussait des cris de joie, saisissant les mains de Céline, pleurant d'avance sur la beauté des futurs bébés. Je suis resté debout près de la porte, complètement figé. Non pas parce que j'étais jaloux du bonheur de Tristan, mais parce que j'étais pris de court de manière absolue. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai réalisé une chose révoltante, chaque personne présente, y compris mes oncles et tantes qui étaient également là, savait ce qui allait se passer ce soir-là. Ils étaient tous sur leur 31. Ils avaient tous des petits paquets cadeaux prêts. Tout le monde était au courant. Tout le monde, sauf moi. Ma mère a soudainement cessé d'applaudir.
Elle m'a regardé, ses yeux se plissant en remarquant que je me tenais parfaitement immobile, mon manteau à la main. « Alexandre, tu n'es pas content ?» a-t-elle demandé. Sa voix était imprégnée de ce ton mielleux et hypocrite qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à insulter quelqu'un en public. C'était un piège. J'ai serré le col de la bouteille de vin si fort que j'ai cru que le verre allait se briser dans ma main. « Si, je le suis », ai-je dit rapidement, forçant les coins de mes lèvres à s'étirer en un sourire travaillé. Je me suis approché, j'ai posé le vin sur la table et j'ai tapoté fermement le dos de Tristan. « Félicitations, mec. Je suis vraiment ravi pour vous deux. » Tristan m'a fait une accolade rapide et distraite, me regardant à peine. « Merci, Alex. Tu sais, tu vas vraiment devoir nous aider pour l'organisation. Nous voulons quelque chose d'immense, de très architectural et de grandiose. Nous avons besoin de ton cerveau de concepteur. » Cette simple phrase a suffi. Ce fut l'hameçon. Mon enfant intérieur traumatisé, désespéré de plaire, s'est réveillé et a pris les commandes. Je me suis dit, c'est l'occasion. C'est ma chance de prouver ma valeur incontestable à cette famille. Je aime un architecte paysagiste et d'événements. Je conçois des espaces à couper le souffle pour gagner ma vie. Je pourrais offrir à mon frère le mariage le plus incroyable et le plus grandiose imaginable. Je pourrais enfin gagner ma place à table. Dès le lendemain, je me suis mis au travail d'arrache-pied. J'ai commencé à dessiner des plans complexes sur les grands écrans de mon bureau. J'ai passé tout mon week-end à parcourir la côte, à la recherche de lieux cachés. J'ai finalement trouvé ce domaine incroyable et préservé au sommet d'une falaise surplombant les vagues de l'océan Pacifique. C'était sauvage, spectaculaire, complètement exclusif, et cela appartenait à un gestionnaire de domaine privé que je connaissais. J'ai préparé une présentation numérique interactive complète avec des simulations d'éclairage au coucher du soleil, des arrangements floraux et des plans de structure. J'en étais tellement fier. C'était mon chef-d'œuvre, un cadeau de pur amour pour mon frère. J'ai décidé de soumettre d'abord l'idée à mon cousin Antoine. Antoine et moi avions grandi en jouant au baseball ensemble pendant les étés. J'avais toujours pensé que c'était un gars droit, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je l'ai retrouvé pour un café dans un établissement du centre-ville, j'ai sorti ma tablette et je lui ai présenté toute la vision. Je lui ai montré les coordonnées exactes de la propriété sur la falaise. Antoine avait l'air sincèrement impressionné. Il a frappé sur la table, me disant que c'était brillant, un coup de génie absolu, et que Tristan en resterait bouche bée. Une semaine plus tard, j'ai apporté mon ordinateur portable et la présentation imprimée pour un grand déjeuner de famille le dimanche chez mes parents. Je vibrais d'excitation. Mais avant même que je ne puisse ouvrir ma sacoche d'ordinateur, Tristan a frappé ses mains sur la table, souriant jusqu'aux oreilles comme s'il venait de gagner à la loterie. « Les gars, écoutez ça. Céline et moi venons de réserver notre lieu de réception, » a annoncé Tristan à voix haute. C'est un domaine privé de folie sur une falaise surplombant l'océan. Nous avons versé la compte hier. Ça va être légendaire. Mon estomac s'est instantanément noué. Une sueur froide a perlé dans mon cou. J'ai regardé Tristan, puis ma mère, qui applaudissait déjà et louait son goût incroyable. « Attends, » ai-je dit, la voix serrée et tendue. « Quelle propriété ? Quel est le nom du domaine ?» Tristan a cité exactement le lieu, les coordonnées précises, celui-là même sur lequel j'avais passé 40 heures de recherche, celui que je n'avais montré qu'à Antoine. J'ai balayé frénétiquement la table du regard. Antoine n'était pas là aujourd'hui, mais la réalité m'a frappé comme un coup de poing physique au plexus. Mon propre cousin, mon ami d'enfance, avait pris mon lieu secret, l'avait transmis directement à Tristan pour s'attirer les faveurs de l'enfant chéri. Et avait laissé Tristan s'attribuer tout le mérite de la découverte. Je me suis senti mal lorsque j'ai doucement évoqué le sujet, me penchant en avant pour dire que j'avais moi-même repéré cet endroit et que j'avais préparé une présentation complète. Ma mère a levé les yeux au ciel en soupirant bruyamment. « Oh, Alexandre, s'il te plaît, ne sois pas jaloux », a-t-elle soupiré de façon théâtrale, agitant sa main. Tristan a un œil formidable pour ce genre de choses. Il a trouvé cet endroit tout seul. Laisse-lui son moment. N'essaie pas toujours de lui voler la vedette. J'ai lentement refermé ma sacoche d'ordinateur. Je n'ai plus prononcé un mot pendant le reste du repas. J'ai mâché ma nourriture sans en ressentir le moindre goût. Mais l'humiliation ne s'arrêtait pas là. L'univers n'avait pas fini de me briser.
3 semaines plus tard, nous étions chez ma tante Christine pour un grand barbecue d'été. Tante Christine était la sœur aînée de ma mère. C'était le genre de femme qui jouait toujours les pacificatrices innocentes, offrant un signe de tête compatissant et désolé quand ma mère critiquait mes vêtements ou ma carrière. Je pensais que Christine était un espace sûr, qu'elle était de mon côté. Je suis entré dans la grande cuisine professionnelle de Christine pour me servir un verre d'eau glacée. Le téléphone de Christine était posé sur l'îlot en marbre, l'écran allumé et déverrouillé. Une notification est apparue. Je ne voulais pas espionner, je le jure. Mais le texte noir en gras a immédiatement attiré mon attention. C'était une discussion de groupe intitulée « Le QG du mariage VIP de Tristan et Céline ». Je me suis figé. J'ai fixé l'écran alors qu'un autre message arrivait. C'était de ma mère, dégustation du menu à 5 services finalisés. Dieu merci, nous n'avons pas invité Alexandre. Il aurait râlé à cause des glucides et gâché la fête. En dessous, tante Christine avait répondu avec un emoji hilar et le texte « Il est tellement rabat-joie. Il nous faut uniquement des ondes positives pour Tristan. » Mon sang s'est glacé. J'ai pris le téléphone. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. J'ai fait défiler l'écran vers le haut sur quelques centimètres. Il y 12 personnes dans cette discussion, des tantes, des oncles, des cousins, Antoine y était, et même mon propre père participait activement aux discussions sur les essayages de costumes. J'étais le seul et unique membre de la famille complètement exclu de la conversation. Tante Christine est entrée dans la cuisine avec un plateau de pain à hamburger vide. En me voyant fixer l'écran de son téléphone, elle s'est arrêtée net. Elle a vu mon visage, la dévastation dans mes yeux, et elle a immédiatement compris que j'avais tout vu. Mais elle n'a pas paru coupable. Elle n'a pas lâché le plateau. Elle a en fait semblé profondément agacée, comme si je la dérangeais en découvrant leur cruauté. « Alexandre, mon chéri, ne surréagis pas », a dit Christine calmement, posant le plateau pour s'emparer rapidement de son téléphone sur le comptoir et l'éteindre. « C'est juste une discussion logistique. Rien de personnel du tout. Nous savons simplement à quel point tu es incroyablement occupé par tes petits projets de travail. Nous ne voulions pas encombrer ton téléphone avec des notifications infinies sur les ronds de serviettes et les housses de chaise. » La logistique. C'était le mot qu'elle utilisait comme une arme contre moi. Mais la logistique incluait mystérieusement toutes les personnes partageant mon ADN, sauf moi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai posé calmement mon verre, je suis sorti par la porte arrière, je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté le barbecue sans dire au revoir à personne. Je suis rentré chez moi dans un silence total, assourdissant. Le pire n'était pas la colère brûlante. C'était le constat glacial et vide que j'étais un parfait étranger pour ces gens. J'étais un accessoire qu'ils rangeaient dans le placard jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi pour occuper un siège lors d'un dîner de fête. Et j'ignorais encore que la véritable tempête n'avait pas encore touché terre. Les longues semaines d'agonie qui ont précédé la date du mariage furent un modèle de torture psychologique. Ma mère m'appelait de temps en temps pendant mes pauses déjeuner, mais elle ne me demandait jamais comment se passait ma journée. Elle ne s'enquérait jamais de ma santé ou de mon cabinet. Elle m'appelait uniquement pour se plaindre bruyamment du coût exorbitant des orchidées françaises importées ou de la difficulté du traiteur de luxe face aux restrictions alimentaires. Elle s'adressait à moi exactement comme si j'étais un conseiller du service client, un déversoir émotionnel, et non son fils aîné. Je continuais à vérifier mon courrier. Je sais que cela semble pathétique, mais je le faisais. Chaque jour après le travail, je me rendais à la boîte aux lettres de mon immeuble, j'ouvrais mon petit boîtier métallique et je priais pour y trouver une enveloppe épaisse et gaufrée, avec mon nom méticuleusement écrit à la plume. Jour après jour, rien, juste des factures et des publicités. Puis il y a eu le cocktail de l'immobilier en centre-ville. J'étais à un événement de réseautage très exclusif sur un toit-terrasse, représentant mon cabinet d'architecture pour décrocher des contrats commerciaux. J'étais en pleine conversation avec un riche investisseur à propos d'un nouveau parc d'entreprises écologiques lorsque Grégory s'est approché de moi avec assurance. Grégory était un architecte rival d'un grand cabinet concurrent de la ville. Il était arrogant, très introduit grâce au népotisme, et nous nous détestions cordialement. Nous nous disputions des contrats de plusieurs millions de dollars depuis des années. Grégory a fait tourner le bourbon coûteux dans son verre en cristal, a ajusté la veste de son costume sur mesure et m'a adressé un sourire de prédateur. « Alexandre, je ne m'attendais vraiment pas à te voir ici ce soir.
Tu ne devrais pas être chez toi en train de faire tes valises. J'ai froncé les sourcils, gardant une posture rigide. Mes valises pourquoi, Grégory? Grégory a éclaté de rire, d'un rire sec et grinçant. Pour la France, mon vieux. Le grand mariage de ton frère. Je viens de recevoir mon itinéraire de vol final de la part de ta mère hier après-midi. Nous partons jeudi matin pour la visite des vignobles avant le mariage. Tu prends un vol plus tard à cause du travail? Tout le toit terrasse s'est mis à tourner autour de moi. La France. Qu'était-il advenu du domaine sur la falaise? Et pourquoi ma mère invitait-elle mon pire rival professionnel au mariage de mon frère? J'ai gardé un visage totalement impassible. Des années de gestion de clients extrêmement difficiles et exigeants m'avaient appris à porter un masque inviolable. J'ai un projet commercial d'envergure qui me retient ici, ai-je menti sans sourciller. Profite bien du vin, Grégory. Veille à ne pas rater ton vol. Je me suis éloigné calmement, j'ai pris congé de l'investisseur, je me suis dirigé vers l'ascenseur et je suis descendu au parking souterrain. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai frappé le mur métallique si fort que mes articulations ont bleui. Je suis monté dans ma voiture et j'ai serré le volant en cuir jusqu'à en avoir mal aux mains. Mes parents avaient déplacé tout le mariage dans un château de luxe en France. Ils avaient activement invité mon rival professionnel pour avoir la caution d'un architecte à succès en arrière-plan des photos de famille, et ils ne m'avaient toujours pas envoyé la moindre invitation. J'ai démarré. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents en banlieue. Je n'ai pas frappé à la lourde porte d'entrée en chêne. J'ai utilisé le double de clés en laiton patiné que je gardais sur mon trousseau depuis plus de 10 ans. J'ai poussé la porte et je suis entré dans le grand salon. L'endroit était dans un chaos absolu, rempli de bagages Louis Vuitton coûteux, de housses à vêtements suspendus aux portes, et de l'odeur entêtante et écœurante de ces roses blanches que ma mère exigeait partout. Ma mère était assise sur le canapé en velours moelleux, ses lunettes de lecture sur le nez, examinant furieusement un grand plan de table imprimé. Assise directement en face d'elle, buvant tranquillement un thé Earl Grey dans une tasse en porcelaine comme si elle assistait à une pièce de théâtre, se tenait tante Christine. Ma mère a levé les yeux, surprise par mon apparition soudaine. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Tu aurais dû appeler avant de passer. » La France, ai-je dit, ma voix dangereusement basse, vibrant d'une rage contenue depuis 30 ans. Vous avez déplacé tout le mariage dans un château en France. Vous avez invité Grégory, de toutes les personnes possibles, et vous n'avez même pas eu la décence humaine de m'en informer. Ma mère a soupiré lourdement, posant son grand presse-papier sur la table basse en verre. Elle a regardé tante Christine, qui lui a adressé un léger signe de tête encourageant. C'est à ce moment précis que la vérité m'a frappé de plein fouet, Christine n'était pas un témoin passif de la discussion de groupe. Christine était la tête pensante de mon exclusion. C'était elle qui murmurait constamment des insanités toxiques à l'oreille de ma mère, flattant son ego démesuré, la persuadant que mon tempérament calme et observateur était en réalité un jugement silencieux et arrogant. « Alexandre, s'il te plaît, ne fais pas de scène dramatique chez moi, » a dit ma mère en se levant et en croisant les bras d'un air défensif. La liste des invités pour le château était extrêmement restreinte. La famille de Céline finance une grande partie de la logistique à l'étranger et nous avons dû faire des coupes sombres. Nous ne pouvions pas nous permettre un couvert supplémentaire. Des coupes, ai-je répété, faisant un pas en avant. Je suis ton fils. Je suis son frère aîné. Tu invites l'homme qui essaie activement de voler les contrats de mon cabinet à boire du vin à tes frais, mais tu n'as pas trouvé de couvert pour moi. Son visage de ma mère s'est durci. Elle a complètement abandonné son masque de parfaite femme au foyer de banlieue. Ses yeux sont devenus de glace. Honnêtement, Alexandre, puisque tu me forces à le dire, c'est mieux si tu ne viens pas. Tu gâcherais complètement l'ambiance. Tu sais très bien comment tu es. Tu es toujours si sérieux, si rigide, si ennuyeux. Tu mets les gens mal à l'aise parce que tu ne sais pas te détendre et faire la fête convenablement. C'est le grand jour de Tristan. Les photos professionnelles vont être publiées dans un grand magazine d'art de vivre. Nous ne pouvons tout simplement pas risquer de tension ou de maladresse en arrière-plan. Vraiment, Alexandre, c'est mieux ainsi pour tout le monde. Je suis resté pétrifié au milieu de la pièce. J'ai regardé tante Christine, qui buvait son thé à petites gorgées, un léger sourire de victoire sur ses lèvres minces. J'ai regardé ma mère, qui me fixait sans le moindre remords dans les yeux. Il ne faisait pas de coupe budgétaire.
Il m'effaçait chirurgicalement de l'arbre généalogique. J'étais une tache sur leur esthétique parfaite. Je n'ai pas crié. Crier signifie qu'ils ont encore un pouvoir émotionnel sur vous. Crier signifie que vous suppliez qu'on vous comprenne. J'ai juste hoché la tête lentement, mesurant la portée de ces mots. Compris, ai-je dit doucement. Je me suis retourné, je suis sorti par la porte d'entrée et, en descendant l'allée impeccable, j'ai retiré le double de clé de mon trousseau pour le jeter directement dans la grille métallique des égouts de la rue. Je l'ai entendu tomber dans la boue en contrebas. Quand je suis enfin rentré dans mon appartement, j'étais l'ombre de moi-même. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assis dans le salon sombre, fixant le vide. Je ressentais une froideur glaciale au fond de la poitrine, quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. 1 heure plus tard, la porte s'est déverrouillée. Inès est entrée. Inès était ma fiancée. Nous étions ensemble depuis 3 années formidables. C'était une créatrice de mode brillante et farouchement indépendante, forte, empathique et d'une loyauté absolue. Elle avait toujours su que ma famille était profondément toxique et difficile, mais elle m'avait toujours doucement encouragé à prendre de la hauteur, à être plus digne. Pas ce soir. Elle a posé ses sacs près de la porte, a vu mon visage dans l'ombre, a lu la dévastation totale dans mes yeux, et elle n'a pas posé une seule question. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi sur le canapé en cuir et a posé ma tête sur son épaule. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté, la discussion de groupe secrète, le vol du lieu de réception par Antoine, Grégory au cocktail et la confrontation brutale dans le salon. Je m'attendais tout à fait à ce qu'elle me suggère de leur écrire une lettre ou de tenter une thérapie familiale. À la place, Inès s'est levée. Elle s'est dirigée vers ma lourde table à dessin dans le coin de la pièce, et elle a pris l'épais classeur des concepts de mariage que j'avais initialement conçus pour Tristan. Elle m'a regardé, ses yeux sombres brillant d'une colère sourde et terrifiante, puis, d'un geste sec, elle a déchiré l'épais classeur en 2. Elle a jeté les plans déchirés et ruinés directement dans la poubelle. C'est terminé, nous n'allons plus mendier une place à leur misérable table, a dit Inès, la voix tremblante d'une conviction absolue. Tu es l'homme le plus brillant, le plus travailleur et le plus gentil que j'ai jamais connu. Tu as passé ta vie entière à laisser ces gens creux dicter ta valeur. C'est fini. Inès, ai-je chuchoté, la voix brisée. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus rien. Si, tu m'as moi, a-t-elle dit, s'agenouillant devant moi et serrant mes mains froides dans les siennes. Nous allons bâtir notre propre empire. Nous allons construire notre propre héritage, et nous commençons dès maintenant. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai fait un vœu solennel et inviolable. Je n'allais pas me lancer dans un divorce familial public, bruyant et larmoyant. Je n'allais pas publier de diatribes passives-agressives sur Facebook. J'allais disparaître complètement de leur radar. J'allais utiliser le moindre centime de mon important salaire, chaque relation de haut niveau que j'avais nouée dans le monde de l'immobilier, et tout mon génie architectural. Mes parents voulaient un mariage digne d'une couverture de magazine ? Très bien. J'allais leur donner une leçon magistrale de ce à quoi ressemble la vraie puissance, la vraie élégance et le véritable héritage. Et j'allais le faire dans exactement 2 mois. Pendant les 2 mois qui ont suivi, ma famille était dans le sud de la France, vivant leur fantasme de carton-pâte. Mes fils d'actualité étaient saturés de leur bonheur lourdement mis en scène et faussement mielleux. On y voyait Tristan déboucher du champagne coûteux sur le pont d'un yacht de location. Ma maman portait un immense chapeau de paille de créateur, posant bras dessus, bras dessous avec Grégory, de toutes les personnes possibles. Il y avait des légendes interminables et écœurantes sur les liens familiaux indestructibles et l'amour inconditionnel. Mes collègues de cabinet passaient parfois devant mon bureau pour me demander pourquoi je n'étais pas en France à boire du vin. Je me contentais d'arborer mon plus beau sourire professionnel, de regarder mes plans techniques et de répondre « Je ne pouvais pas me libérer d'un projet majeur. Le devoir m'appelle ». Ce n'était pas un mensonge. Le projet, c'était la reconstruction complète et totale de ma propre vie. Pendant qu'il dépensait l'argent de la famille de Céline pour une vanité creuse et des mentions « J'aime » éphémères sur Instagram, j'agissais dans un silence de mort. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai appelé Stéphane. Stéphane était mon meilleur ami d'université et mon associé principal au cabinet d'architecture. C'était le genre de gars qui t'aiderait à enterrer un corps dans les bois en apportant sa propre pelle. Quand je lui ai raconté exactement ce que ma famille avait fait et ce que Inès et moi projetions, Stéphane n'a pas hésité une seconde.
L'opération rédemption est lancée, mon frère, a dit Stéphane au téléphone, d'une voix très sérieuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux l'impossible, ai-je répondu, affichant une carte de la côte sur mon écran. J'ai besoin qu'on bâtisse un lieu de réception à partir de rien sur un terrain vierge, et il me faut une liste d'invités qui fera trembler la terre. C'est précisément là que mes années de labeur, de soirées manquées et de semaines de 80 heures ont porté leurs fruits. En tant qu'architecte paysagiste haut de gamme, je ne me contentais pas de concevoir des parcs publics. Je dessinais des complexes hôteliers écologiques privés et des espaces commerciaux de luxe pour les personnes les plus riches et les plus influentes du pays. L'une de mes clientes les plus proches et les plus puissantes était Véronique. Véronique était une milliardaire autodidacte, la redoutable PDG d'une entreprise mondiale d'immobilier commercial. Elle était connue pour être terrifiante dans une salle de conseil, mais elle était d'une loyauté féroce envers les personnes qu'elle respectait. Je lui avais fait économiser des dizaines de millions de dollars 2 ans auparavant lors d'un litige d'urbanisme extrêmement complexe, en repensant un immense campus d'entreprise pour répondre à des normes environnementales strictes sans perdre un seul mètre carré de surface. J'ai invité Véronique à mon bureau pour une réunion confidentielle à huis clos. J'ai étalé mes grands plans architecturaux sur la table de conférence. Je ne lui ai pas présenté cela comme un complot de vengeance mesquin. Je lui ai dit la vérité pure et simple. Je lui ai expliqué qu'Inès et moi allions nous marier, que ma famille m'avait abandonné et que nous voulions utiliser notre mariage non pas seulement pour célébrer notre survie, mais pour lancer une initiative caritative d'envergure mondiale. Nous mettions en place un projet d'éducation durable, une fondation caritative mondiale d'intérêt public dédiée à la construction d'écoles écologiques dans les zones défavorisées. Nous l'appelions la Fondation Éléonore, du nom de ma défunte grand-mère, la seule personne de ma lignée qui m'ait jamais sincèrement serré dans ses bras de s'éteindre. Véronique est restée debout devant la table, analysant les plans en silence. Elle a regardé les statuts de la fondation que j'avais fait rédiger par mon avocat d'affaires la veille. Puis elle a lentement levé les yeux vers moi, un sourire de prédatrice se dessinant sur son visage. Alexandre, a dit Véronique, ses yeux perçants brillants d'enthousiasme. Ta famille est composée d'imbéciles finis. Ce n'est pas un simple mariage que tu prépares là. C'est un acte fondateur monumental, et je veux en être. Je financerai la diffusion. Grâce à l'immense soutien financier de Véronique et au génie logistique inégalé de Stéphane, la tempête a commencé à se préparer activement sous la surface. Nous avons rapidement obtenu une parcelle de côte sauvage et préservée que Véronique possédait personnellement dans son portefeuille immobilier. Pendant 6 semaines exténuantes, j'ai travaillé entièrement dans l'ombre. J'ai conçu un pavillon de verre minimaliste et époustouflant, posé directement sur le sable. Il était conçu techniquement pour donner l'impression de flotter magiquement sur les vagues à marée haute. Inès faisait des merveilles de son côté. Elle a conçu sa propre robe de mariée, un chef-d'œuvre de soie grège et de dentelle structurée qui ressemblait moins à une robe qu'à une armure moderne et élégante. Elle a tiré parti de ses nombreux contacts dans le milieu de la haute couture, s'assurant les services de vidéaste de cinéma de premier ordre et d'une agence de relations publiques redoutable spécialisée dans les galas de bienfaisance de haut vol. Nous avons enfin envoyé les invitations. Ce n'était pas de simples cartons de papier. C'étaient de lourdes plaques d'acrylique noir mat, profondément gravées de lettres d'argent. Nous avons complètement ignoré chaque personne portant mon nom de famille. Pas d'Antoine, pas de Christine, pas de parents. À la place, la liste des invités comprenait des géants de l'immobilier, des leaders philanthropiques, des artistes célèbres, des politiciens et les quelques véritables amis fidèles qui étaient toujours restés à nos côtés dans l'obscurité. J'ai passé des heures avec mon avocat à finaliser les documents fiscaux complexes pour la fondation. J'ai pris une part massive de mes propres économies, l'argent que j'avais initialement prévu d'utiliser comme apport pour une maison dans le quartier huppé de mes parents, et je l'ai versé directement dans le capital de départ de la fondation. Je misais tout sur ce moment. Pendant toute cette préparation chaotique, ma maman m'a envoyé exactement un message. C'était une photo d'elle et de Tristan posant fièrement devant la tour Eiffel avec des sacs de shopping. La légende disait, « Dommage que tu n'aies pas pu venir, Alexandre. C'est vraiment parfait ici. On se voit à Thanksgiving. » J'ai fixé le message lumineux sur mon téléphone. Je ne ressentais plus de colère. Je ne me sentais plus triste ni abandonné. Je ressentais le calme glacial, absolu et inébranlable d'un homme qui sait qu'il détient une quinte flush royale dans une partie de poker à hauts enjeux. J'ai supprimé le message. Je n'ai pas bloqué son numéro. J'avais besoin que sa ligne reste grande ouverte.
J'avais besoin qu'elle ait un siège numérique au premier rang pour ce qui allait se produire. La veille de notre mariage, l'immense pavillon côtier était enfin achevé. Les parois de verre imposantes reflétaient le soleil couchant, faisant briller toute la structure comme un immense phare flamboyant contre l'océan sombre et agité. Stéphane et moi nous tenions seuls sur le sable froid, contemplant l'installation spectaculaire. Le matériel de diffusion était dissimulé dans la charpente, parfaitement positionné et prêt à diffuser en direct. L'équipe de relations publiques de Véronique avait parrainé une diffusion mondiale en direct sur plusieurs plateformes, la présentant à la presse internationale comme une fusion révolutionnaire entre l'architecture de luxe et la philanthropie mondiale. Les médias ne connaissaient pas encore l'identité exacte du marié. Ils savaient seulement qu'une annonce majeure de changement de paradigme allait être faite par une coalition mystérieuse de la technologie et de l'immobilier. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était d'un silence de mort. Ma famille était rentrée de France depuis une semaine, et ils n'avaient pas pris la peine de m'appeler une seule fois Xem-toi Cocon SNG Kong. Ils étaient probablement assis dans leur salon parfait et stérile en ce moment même, complètement ignorants du fait que le fils calme et ennuyeux qu'ils avaient jeté comme un déchet était sur le point de modifier violemment la gravité de tout leur univers. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai pris une grande inspiration d'air salin. Le décor était planté. Demain, le monde entier regarderait. Et je savais sans l'ombre d'un doute que lorsque ma mère ouvrirait son téléphone lors de son brunch, sa petite réalité artificielle allait brûler de fond en comble. J'avais toujours pensé que leur silence était ma punition. Je ne me rendais pas compte que c'était simplement le calme avant la tempête. Le matin de mon mariage ne commença pas par des SMS de groupes familiaux chaotiques, des parents stressés s'agitant dans le hall d'un hôtel, ou l'odeur étouffante de ces roses blanches importées qui obsédaient ma mère. Il commença par le silence profond et salvateur de l'océan. Je me suis réveillé à l'aube, debout seul sur le grand balcon en bois de la suite Pentouse de luxe que Véronique avait généreusement mise à notre disposition. Regardant les vagues se briser violemment contre l'océan Pacifique, l'air matinal était d'une fraîcheur incroyable, propre, chargé de l'odeur vive et réconfortante de l'eau salée et des cèdres côtiers centenaires. Pour la toute première fois en 32 ans, ma poitrine n'était pas serrée. Le poids lourd et étouffant du jugement constant de ma famille, de leurs remarques passives-agressives infinies et de leur amour conditionnel avait complètement disparu. Je ne me préparais pas à entendre un commentaire acerbe de ma mère sur ma posture ou une pique rabaissante de mon père sur mon salaire. J'étais complètement, indéniablement libre. Pendant ce temps, à exactement 200 mètres de là, dans leur banlieue fermée, aisée et parfaitement tondue, ma famille marchait allègrement vers un piège dévastateur, entièrement conçu par eux-mêmes. C'était un dimanche matin. Selon les informations en temps réel que Stéphane me transmettait via ses nombreux contacts sectoriels et connaissances communes, ma mère avait organisé un brunch post-mariage massif et extravagant dans son country club très select. C'était son tour d'honneur ultime. Elle avait réussi le mariage digne d'une couverture de magazine de Tristan au château français. Et maintenant, elle paradait fièrement avec son enfant chéri devant tous les promoteurs immobiliers locaux, les politiciens du coin et les femmes au foyer fortunées qu'elle voulait désespérément impressionner. Je pouvais imaginer de façon très nette toute cette scène écœurante dans ma tête. La salle à manger du country club baignée d'une lumière douce, remplie du tintement du cristal et du murmure des ragots prétentieux. Ma maman porterait son collier de perles de culture emblématique et un tailleur de créateur de tons pastel, tenant une coupe de cristal d'un mimosa de grand cru coûteux, se vantant bruyamment de la campagne française et du coût exorbitant du traiteur. Tristan tiendrait salon à la table centrale, vêtu d'un costume en lin sur mesure, affichant son plus beau sourire d'acteur, prétendant être une célébrité de premier plan de retour d'une tournée internationale triomphale. Céline serait assise tranquillement à côté de lui, l'air épuisé et vidé, réalisant probablement déjà la monumentale erreur qu'elle avait commise en se mariant dans ce cirque de la vanité. Ils célébraient leur perfection absolue. Ils étaient totalement complaisants, ivres de leur propre statut social fabriqué de toutes pièces. Ils croyaient sincèrement avoir réussi à éliminer le seul défaut ennuyeux, sérieux et peu photogénique de leur portrait de famille. Ils pensaient que j'étais assis seul dans mon appartement sombre, pleurant sur une tasse de café tiède, pleurant amèrement mon exclusion de leur monde parfait. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'un ouragan de catégorie 5 accumulait actuellement une force sans précédent à quelques heures de route de la côte, et qu'ils se dirigeaient directement vers leur fragile château de cartes. J'ai quitté le balcon et j'ai commencé à me préparer pour le jour le plus important de ma vie. J'ai enfilé un smoking bleu nuit sur mesure que Inès avait personnellement aidé à concevoir. Il n'y eut pas de manipulation nerveuse de ma cravate, pas de panique de dernière minute,
pas d'anxiété quant à savoir si ma famille approuverait ou non le lieu. Stéphane est entré dans la suite en tenant 2 tasses de café noir incroyablement forts. Il portait un costume noir impeccable, ayant tout l'air de l'architecte d'affaires impitoyable qu'il était. Il m'a regardé, tiré à 4 épingles, et m'a tendu une tasse. Nous n'avons pas échangé de plaisanteries faciles. Stéphane a juste hoché la tête lentement. Il savait exactement ce que ce jour représentait pour moi. Ce n'était pas seulement la célébration de mon amour inconditionnel et profond pour Inès. C'était le lancement d'un nouvel empire corporatif et philanthropique, et la fermeture définitive d'un chapitre très sombre. Nous avons pris l'ascenseur en verre privé pour descendre au hall et sommes sortis dans l'air frais et lumineux du matin. Le pavillon côtier que j'avais conçu était encore plus époustouflant sous la lumière matinale que je ne l'avais imaginé sur mes plans. Les parois de verre imposantes reflétaient harmonieusement les vagues de l'océan et le ciel bleu clair, faisant paraître l'immense structure technique comme une extension naturelle et organique de la côte. À l'intérieur, mon équipe de conception d'élite avait réalisé les arrangements floraux avec une précision mathématique impitoyable. Pas de décoration de mariage générique bon marché. L'immense espace était rempli d'installations sauvages de verdure côtière, d'orchidées sombres et exotiques, et d'un éclairage structurel moderne qui donnait à la salle l'allure d'un hall d'hôtel écologique d'ultraluxe. Les invités ont commencé à arriver. Et laissez-moi être très clair, ce n'était pas une liste d'invités familiaux obligatoires standard. Nous n'avions pas d'oncles excentriques buvant trop au bar à volonté ou de tantes bavardes chuchotant dans les coins. Les personnes qui descendaient des berlines élégantes, des SUV de luxe privé et des voitures de sport exotiques étaient les piliers absolus de notre secteur. Je me tenais près de la grande entrée avec Stéphane, accueillant personnellement mes invités à leur passage sur le chemin de pierre sombre. J'ai serré la main de grands promoteurs d'immobilier commercial pour qui j'avais conçu de vastes campus d'entreprise. J'ai serré dans mes bras des mentors expérimentés qui m'avaient guidé à travers des négociations de promotion difficiles dans mon cabinet. C'étaient des gens puissants, autodidactes, qui appréciaient le travail acharné, la loyauté absolue et le génie architectural. Ils ne se souciaient pas des auditions d'acteurs ratés de Tristan ou du statut désespéré de ma mère au country club. Ils me respectaient pour l'empire que je bâtissais de mes propres mains. Puis les personnalités les plus influentes sont arrivées. Une flotte de véhicules noirs s'est garée devant le service de voiturier, captant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. La voiture de tête était une Rolls-Royce Phantom d'un noir parfait. La lourde portière blindée s'est ouverte et Véronique stepped out onto the pavement. Elle portait une superbe robe émeraude structurée, ayant tout l'air de la milliardaire redoutable et intouchable de l'immobilier qu'elle était. Marchant juste à ses côtés, en pleine discussion, se tenait le sénateur Lambert, un homme qui avait pratiquement rédigé les lois de l'État sur l'architecture commerciale durable et le développement urbain. Véronique s'est dirigée directement vers moi, laissant de côté les banalités d'usage, et m'a serré la main avec une force ferme et professionnelle. Elle a balayé du regard l'immense pavillon de verre, ses yeux perçants appréciant la conception architecturale impeccable, la solidité structurelle des poutres en acier et l'intégration époustouflante avec le paysage naturel. « Alexandre » a dit Véronique, sa voix coupant le bruit ambiant de la foule rassemblée. J'ai assisté à des galas royaux à Monaco et à des bals de charité exclusifs à Genève. Cette structure que tu as bâtie ici sur cette côte est un triomphe architectural absolu. La presse bourdonne déjà comme un nid de frelons dérangés. Mon équipe de relations publiques a programmé la diffusion en direct sur 5 grandes plateformes mondiales simultanément. Le lien caritatif est actif, sécurisé et entièrement testé par ma division technique. Es-tu prêt à entrer dans l'histoire aujourd'hui? J'ai regardé Véronique, ressentant une immense vague de puissance indéniable et de profonde validation. Je n'étais plus le fils oublié debout dans l'ombre d'un salon de banlieue. J'étais un homme qui commandait le respect des milliardaires. Je suis prêt, ai-je dit, la voix ferme et résolue. Alors que les invités hautement influents prenaient place sur les bancs minimalistes tendus de velours face à l'immensité de l'océan, les caméras haute définition dissimulées stratégiquement autour du pavillon ont commencé à tourner. Tout au long de la semaine, les médias mondiaux avaient annoncé un événement de luxe majeur, très exclusif, lié à une mystérieuse coalition d'immobilier et de philanthropie. Des nébuleuses de personnes étaient déjà connectées en ligne, s'attendant à l'annonce d'une fusion d'entreprises classiques ou au lancement d'une marque de luxe. J'ai pris ma place devant l'hôtel, regardant cette assemblée de visages puissants et influents, puis le quatuor à cordes a commencé à jouer. Ce n'était pas une marche nuptiale traditionnelle et éculée. C'était une pièce instrumentale moderne et puissante qui montait en intensité avec un élan indéniable, faisant écho au bruit d'une marée montante.
Inès est apparue au bout de l'allée de verre. Elle m'a complètement coupé le souffle. Sa robe était une véritable prouesse architecturale, un chef-d'œuvre de soie grège et de dentelle structurée qui épousait parfaitement l'esthétique du pavillon de verre. Elle n'avait pas l'air d'une mariée fragile, nerveuse et rougissante. Elle ressemblait à une reine accédant à son pouvoir ultime. Alors qu'elle remontait l'allée, la tête haute, les caméras de cinéma captaient chaque détail impeccable de sa création et l'émotion pure dans nos yeux. À ce moment précis, à 200 mètres de là, ma mère trinquait sans doute avec son verre de mimosa coûteux, ignorant complètement que son fils effacé, oublié et ennuyeux se tenait actuellement au centre absolu de l'univers numérique. Le piège était tendu. Les sourires complaisants et arrogants de ce country club allaient être définitivement effacés. La cérémonie de mariage fut incroyablement intime et profondément émouvante. Malgré l'envergure mondiale de la diffusion en direct, l'officiant, un ami proche et ancien professeur de droit des affaires à l'université, a parlé avec brio du concept de la construction de bases solides. Il a expliqué avec éloquence que le véritable amour, tout comme l'architecture commerciale durable, exige une honnêteté absolue, une résilience sans faille et la volonté de surmonter les tempêtes les plus rudes et les plus destructrices sans jamais céder sous la pression. Au moment d'échanger nos vœux, je n'ai pas sorti de papier froissé ni lu un texte générique. J'ai tenu les mains d'Inès et j'ai plongé mon regard dans ses yeux sombres et déterminés. J'ai parlé d'une voix forte et claire, qui portait parfaitement à travers les micros dissimulés haut de gamme pour résonner auprès des millions de personnes qui suivaient la diffusion en direct à travers le monde. Inès, pendant très longtemps, j'ai été convaincu que je devais gagner ma place dans ce monde en restant entièrement silencieux, ai-je dit, ma voix stable, portant le poids de 32 années d'émotions contenues. Les personnes censées me protéger m'ont appris que ma valeur était conditionnelle, entièrement dépendante de la discrétion dont je faisais preuve pour laisser les autres briller sous les projecteurs. Mais tu m'as montré que le véritable amour ne te demande pas de te faire petit. Le véritable amour t'invite à bâtir. Aujourd'hui, je ne promets pas seulement d'être ton époux dévoué. Je promets de ne plus jamais laisser quiconque diminuer notre valeur. Ensemble, nous bâtisons un héritage qui ne pourra pas être détruit par la cruauté, la manipulation ou l'exclusion. Il n'y eut pas un seul œil sec dans les 3 premiers rangs du pavillon. Véronique hochait la tête lentement au premier rang, un regard de profond respect sur ses traits acérés. Le sénateur Lambert semblait profondément ému, applaudissant en silence. Dès que les alliances en platine furent échangées et que nous eûmes partagé notre premier baiser d'époux, le véritable coup de théâtre de tout l'événement fut enfin révélé au monde. Je me suis détourné de l'autel, gardant la main d'Inès fermement dans la mienne, et j'ai fait face à cette foule de géants de l'industrie. J'ai regardé directement l'objectif de la caméra de diffusion principale installée au fond de la salle. Je savais exactement comment fonctionnaient les algorithmes des réseaux sociaux. Je savais que les amies prétentieuses du country club de ma mère étaient constamment rivées à leur écran. Je savais que la plateforme poussait actuellement cette diffusion en direct à forte interaction au sommet du fil d'actualité de tout le monde. Je savais avec une certitude absolue qu'il ne faudrait que quelques secondes pour que quelqu'un dans cette salle à manger colle un écran lumineux sous le nez de mes parents. À nos formidables invités ici présents et aux millions de personnes qui suivent cette diffusion à travers le monde, ai-je annoncé, ma voix résonnant avec force dans le pavillon de verre. Inès et moi voulions que notre mariage soit bien plus qu'une simple fête somptueuse. Nous voulions qu'il soit le catalyseur permanent et indéniable d'un changement mondial. Nous croyons fondamentalement que la véritable réussite ne se mesure pas aux adhésions exclusives à un country club, à un statut social superficiel ou à l'argent dépensé pour une fête. Elle se mesure entièrement à ce que l'on bâtit et à ce que l'on transmet. J'ai désigné les immenses écrans numériques ultra haute définition intégrés de façon invisible aux parois de verre derrière nous. Les écrans se sont allumés instantanément, affichant le logo moderne, épuré et élégant de notre nouvelle fondation. Aujourd'hui, Inès et moi lançons officiellement la Fondation Éléonore, une organisation caritative mondiale d'intérêt public légalement constituée, nommée en l'honneur de ma défunte grand-mère, ai-je déclaré fièrement, fixant la caméra. Ma grand-mère m'a laissé un modeste héritage à son décès. Aujourd'hui, je prends l'intégralité de cet héritage, j'y ajoute une somme équivalente tirée de mes propres économies et de mon salaire professionnel. Et je l'utilise comme capital de départ pour construire des écoles écologiques durables dans les communautés défavorisées à travers le monde. Notre dotation initiale aujourd'hui est de 500 000 $. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Véronique s'est immédiatement levée de son siège au premier rang. Les caméras se sont instantanément tournées vers elle, captant sa présence imposante. Elle a regardé l'objectif, l'expression déterminée.
Alexandre est l'un des esprits architecturaux les plus brillants et visionnaires de sa génération, a annoncé Véronique à voix haute, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Mon entreprise mondiale de l'immobilier croit entièrement en sa vision et en son intégrité morale inattaquable. C'est pourquoi, en témoignage de notre partenariat continu, ma société s'aligne sur sa contribution aujourd'hui. Nous transférons immédiatement 500 000 $ à la Fondation Éléonore, portant ce fonds philanthropique au montant impressionnant de $1 million dès le premier jour. Tout le pavillon de verre a éclaté en une ovation debout assourdissante. La section des commentaires de la diffusion en direct sur les écrans géants a littéralement explosé. Le nombre de spectateurs a grimpé en flèche pour dépasser les 2 millions. Des chefs d'entreprise, des avocats d'affaires, des cabinets d'architecture rivaux et des journalistes internationaux inondaient le fil de messages d'éloges. Des dons massifs de spectateurs anonymes et de PDG de la technologie ont commencé à affluer par dizaines de milliers sur la passerelle de paiement sécurisée. Les hashtags Fondation Éléonore et Alexandre Inès se sont hissés en tête des tendances mondiales sur toutes les plateformes. À ce moment précis de triomphe, le téléphone de Stéphane a vibré frénétiquement dans la poche de son costume. Il l'a sorti, a regardé l'écran illuminé et m'a adressé un sourire complice depuis le premier rang. C'était un SMS envoyé en urgence par une connaissance commune très portée sur les ragots, qui assistait malheureusement au brunch du country club de ma mère. Le message disait « Mec, c'est de la folie pure. Ta mère vient de voir la diffusion en direct sur le téléphone de Sylvie. Elle a littéralement suffoqué, a laissé d'autres personnes perplexes et s'est évanouie sur sa chaise. Les secours arrivent en urgence dans la salle à manger. Tristan est en train de hurler sur les serveurs. C'est le chaos total. J'ai ressenti un sentiment profond, glacial et intensément satisfaisant de revanche absolue envahir tout mon corps. Il n'y avait pas eu de dispute stérile dans un salon. Pas de drame familial mesquin. J'étais simplement entré dans ma pleine puissance, j'avais diffusé ma réussite au monde entier et j'avais laissé mon brio incontestable étouffer complètement leurs égos toxiques et fragiles. Mais le plus grand coup de théâtre de la journée ne fut pas la donation massive de Véronique. Ce ne fut pas non plus l'évanouissement de ma mère dans ses œufs bénédicts devant la bourgeoisie locale. 1 heure après le début de la somptueuse réception, alors que les invités buvaient du champagne et discutaient de fusion d'entreprises, Stéphane m'a attiré à l'écart dans une alcôve tranquille près des cuisines. Il tenait une tablette sécurisée affichant en temps réel la liste des donateurs de la fondation. « Alexandre, tu dois voir ça immédiatement », a dit Stéphane, désignant une importante transaction en attente tout en haut de l'écran. Quelqu'un venait d'effectuer un virement anonyme de 50 000 $ à la fondation, mais avait contourné le filtre d'anonymat pour laisser un message personnel direct joint au transfert. Le message disait « Céline. Je suis tellement désolé pour ce que cette horrible famille t'a fait subir. Je quitte Tristan aujourd'hui. J'utilise cet argent de mon héritage personnel pour construire quelque chose de beau. Félicitations pour ta liberté. » J'ai fixé l'écran lumineux, complètement abasourdi. Céline, l'épouse riche et prétendument naïve de Tristan. Elle avait subi ce mariage prétentieux en France, elle avait été le témoin direct de la vanité toxique et de la cruauté de ma famille, et elle avait enfin réalisé à quel monstre vide elle s'était légalement liée. Elle utilisait activement sa propre fortune pour financer ma fondation, tout en faisant ses valises et en tournant le dos au simulacre de mariage de mon frère. Au même moment, mon cousin Antoine, le traître qui avait volé mes plans de réception pour les donner à Tristan, envoyait un message privé frénétique à Stéphane sur un réseau professionnel. Antoine essayait désespérément de prétendre qu'il était mon meilleur ami et réclamait une invitation exclusive pour la soirée, affirmant qu'il pourrait présenter ses clients à Véronique. Stéphane n'a pas écrit un seul mot en réponse. Il s'est contenté de renvoyer une capture d'écran dévastatrice de la trahison d'Antoine dans la discussion de groupe familial, suivie immédiatement d'une mise en demeure formelle rédigée par notre redoutable avocat d'affaires. Sommant Antoine de cesser définitivement d'utiliser mon nom octant comme titouache au MCI accent aigu CHTHNGMI. Antoine a immédiatement bloqué Stéphane et est retourné à son obscurité. Les rôles ne s'étaient pas contentés de s'inverser, la table entière avait été violemment renversée, brisée en éclats et brûlée pour me réchauffer les mains. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes formidable. S'il vous plaît, soutenez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela permet non seulement à plus de personnes de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mon expérience a de la valeur pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours.
Le lendemain du mariage fut un chaos d'un genre totalement différent, empreint d'un calme absolu. Inès et moi nous sommes réveillés tard dans notre suite de luxe, complètement épuisés par les festivités, mais profondément heureux. Nous avons allumé la grande télévision tout en buvant notre café du matin sur le balcon. Notre mariage faisait la une de 3 grandes émissions matinales nationales. Les présentateurs ne parlaient pas seulement de l'esthétique, ils louaient l'intégration harmonieuse de l'architecture immobilière haut de gamme et de la philanthropie mondiale. Ils le qualifiaient officiellement de mariage de la décennie, un modèle d'utilisation des privilèges au service d'une cause. C'est alors que j'ai enfin décidé de désactiver le mode avion de mon téléphone portable. Mon écran s'est instantanément figé, buguant sous l'afflux simultané d'appels et de messages. J'avais 36 appels manqués de ma maman, 14 messages vocaux désespérés de mon père, 20 appels manqués frénétiques de Tristan, et d'innombrables SMS chaotiques de tante Christine. D'Antoine et du reste de la famille élargie qui s'était moqué de moi dans cette discussion de groupe secrète quelques mois plus tôt. Les messages étaient un mélange pathétique et désorganisé de culpabilisation agressive, de fausse ignorance et de désespoir absolu. Les messages de ma mère commençaient sur un ton très agressif, envoyé peu après qu'elle se soit remise de son évanouissement. « Alexandre, comment as-tu pu nous faire ça? Tu as délibérément embarrassé la famille sur la scène mondiale. Les gens du club posent des questions horribles. Appelle-moi immédiatement. C'est inacceptable. » Puis, quelques heures plus tard, le ton a radicalement changé à mesure que l'ampleur de ma réussite, les hashtags viraux et l'implication de Véronique se faisaient sentir. « Alexandre, mon chéri, s'il te plaît, décroche. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Nous n'avions tout simplement pas compris l'envergure du projet caritatif. Nous voulons faire partie du conseil d'administration de la fondation. Ton père veut te parler d'un poste de direction potentiel dans son entreprise. » Et enfin, envoyé au milieu de la nuit, la panique pure et simple. « Alexandre, Céline a emballé tous ses sacs de marque et a quitté Tristan hier soir. Elle est partie définitivement. Elle réclame un divorce immédiat et agressif. S'il te plaît, appelle-nous tout de suite. Nous avons besoin de tes conseils juridiques. Nous avons besoin de toi. » Je n'ai répondu à aucun message. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai simplement posé le téléphone face contre terre sur la table en verre, j'ai regardé l'océan et j'ai savouré mon café chaud. Mais les personnes toxiques n'abandonnent pas facilement lorsqu'elles réalisent qu'elles ont perdu le contrôle de leur souffre-douleur préféré. Le lendemain matin, alors que j'entrais dans le grand hall en marbre de mon cabinet d'architecture en centre-ville, je les ai vus. Ma mère, mon père et Tristan se tenaient agressivement près du bureau de sécurité, se disputant avec les gardes. Ils avaient l'air complètement hors d'eux. Ma mère portait d'énormes lunettes de soleil sombre, essayant désespérément de cacher ses yeux gonflés et rougis par les larmes. Tristan semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, son costume sur mesure froissé, ses cheveux en bataille. Mon père avait l'air blême et furieux. Ma mère m'a aperçu en direction des ascenseurs et a pratiquement couru à travers le sol en marbre poli. « Alexandre. Enfin. Tu ignores mes appels depuis 2 jours. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Comment as-tu pu nous humilier ainsi devant tous nos proches? » Je me suis arrêté. Je n'ai pas scié. Je ne me suis pas fait tout petit comme le garçon effrayé et désireux de plaire que j'étais autrefois. Je me tenais de toute ma hauteur, regardant de haut la femme qui avait joyeusement tenté d'effacer mon existence. « Je ne vous ai pas humilié, mère, » ai-je dit, ma voix dangereusement calme, résonnant dans le hall caverneux, totalement dénué de chaleur ou d'émotion. Mon père a fait un pas en avant, le visage rouge de colère. « Écoute-moi bien. Nous sommes une famille. Tu ne nous prends pas au dépourvu avec un événement caritatif viral massif pour nous faire passer pour des imbéciles devant nos amis du country club. » Et Céline menace d'un procès dévastateur pour les frais du mariage parce que Tristan a utilisé ses cartes de crédit. Tu devais lui parler. Tu dois utiliser tes avocats d'affaires pour régler ce désordre. J'ai éclaté de rire. C'était un rire froid, sec et sans pardon qui a résonné sur les murs de marbre. Régler cela? Je ne suis pas votre gestionnaire de crise personnelle. Je ne suis plus votre bouc émissaire émotionnel. Céline a vu exactement qui est Tristan. Elle a vu exactement qui vous êtes tous. Elle a fait son choix, et c'est le choix le plus intelligent de sa vie. Alexandre, s'il te plaît, a soudainement supplié ma mère, sa voix se brisant alors qu'elle me saisissait le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma veste. Tu as toutes ces relations importantes maintenant.
Cette femme, Véronique, est milliardaire. Ton frère a désespérément besoin d'un travail. Sa carrière d'acteur est au point mort. Ce divorce va le ruiner financièrement, et nous avec. Tu dois l'aider à obtenir un poste. Tu nous dois bien cela pour t'avoir élevé. J'ai posé les yeux sur sa main posée sur mon bras. J'ai tendu lentement mon autre main et j'ai retiré ses doigts, un par un, en la repoussant. Je ne vous dois absolument rien, ai-je déclaré, sur un ton plus froid que le zéro absolu. Vous avez vidé mon fonds d'études pour payer sa vanité. Vous m'avez exclu de chaque étape importante. Vous avez ri de moi dans votre salon. Vous avez fait de votre enfant chéri votre monde entier. Maintenant, assumez la responsabilité de ces échecs. Ne remettez plus jamais les pieds dans mon cabinet. Si vous le faites, mon avocat vous remettra personnellement une ordonnance d'éloignement pour violation de propriété et harcèlement. Je leur ai tourné le dos, j'ai badgé et j'ai passé les portiques de sécurité. Je ne me suis pas retourné. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'entendais ma mère sangloter bruyamment dans le hall, suppliant les agents de sécurité de la laisser passer. Mais pour la toute première fois de ma vie, le son de ses pleurs ne provoqua pas la moindre once de culpabilité dans ma poitrine. Je ne ressentais absolument rien pour eux. C'étaient de parfaits inconnus. Il s'est écoulé exactement 1 an depuis le mariage qui a enflammé Internet et brisé la fausse réalité de mon passé. Beaucoup de choses ont fondamentalement changé depuis ce matin dramatique dans le hall de mon cabinet. Pourtant, la paix profonde que j'ai trouvée ce jour-là est restée totalement inébranlable. La Fondation Éléonore a été un succès mondial massif et sans précédent. Au cours des 6 premiers mois d'activité, grâce au soutien continu des entreprises et aux campagnes virales sur les réseaux sociaux, nous avons collecté plus de 4 millions de dollars. Nous avons déjà commencé la construction de 3 écoles entièrement écologiques et durables dans des régions qui manquaient cruellement d'infrastructures éducatives. Je voyage fréquemment pour superviser les plans architecturaux et les phases de construction, m'assurant que ces enfants bénéficient des meilleures installations possibles. Bâtir ces écoles a guéri une partie de mon âme que j'ignorais blessée. La marque de mode indépendante d'Inès a complètement décollé après la diffusion du mariage. Sa robe de mariée sur mesure a fait la couverture de 3 grands magazines de mode internationaux, entraînant un afflux de clients haut de gamme et de commandes de célébrités. Nous avons récemment acheté une magnifique maison de style moderne du milieu du siècle dans un quartier calme et boisé surplombant un lac, très loin des banlieues fermées et prétentieuses où j'ai grandi. Quant à mon ancienne famille, leur façade parfaitement soignée et filtrée s'est effondrée sous son propre poids. Céline, fidèle à sa parole, est allée jusqu'au bout du divorce. Comme Tristan avait refusé stupidement et arrogamment de signer un contrat de mariage, croyant sincèrement que Céline était sous son contrôle narcissique, ces redoutables avocats l'ont littéralement démantelé devant le tribunal des affaires familiales. Elle ne lui a pas pris d'argent, principalement parce qu'il n'en avait pas à lui. Mais elle s'est assurée légalement qu'il soit tenu entièrement responsable de la moitié des dettes colossales et étouffantes qu'ils avaient contractées pendant leur bref mariage guidé par la vanité, y compris les factures de cartes de crédit massives du château français. Tristan a été complètement ruiné et contraint de retourner vivre dans sa chambre d'enfant chez mes parents. Sa carrière d'influenceur s'est tarie dès que l'Internet a réalisé qu'il était un imposteur sans talent, et aucune agence ne veut plus de lui. Mes parents, désespérés de maintenir leur statut fragile au country club et de sauver les apparences, ont contracté d'importants emprunts hypothécaires secondaires sur leur maison coloniale pour couvrir les frais d'avocat de Tristan. Aux dernières nouvelles, par une connaissance commune, mon père faisait face à une mise à la retraite anticipée forcée de son entreprise et ma mère avait discrètement démissionné dans la honte de son poste au conseil d'administration du country club en raison de l'embarras social et de leur ruine financière. Tante Christine a tenté de me contacter il y a quelques mois sur LinkedIn, de tous les endroits possibles, faisant comme si rien ne s'était passé, pour me demander une recommandation professionnelle pour son fils Antoine qui peinait à trouver du travail. J'ai complètement ignoré le message et j'ai bloqué son compte définitivement sur toutes les plateformes. Je ne leur souhaite pas activement de mal. Je ne passe pas mes journées à planifier leur chute, mais je ne leur souhaite pas non plus du bien. Je ne pense tout simplement pas à eux. J'ai réussi à établir une frontière de béton impénétrable autour de ma vie. Ils ne sont pas autorisés dans ma maison, ils ne sont pas admis dans mes pensées, et ils n'auront jamais accès aux futurs enfants qu'Inès et moi prévoyons d'avoir. Guérir d'un traumatisme familial profond n'est pas un processus magique de cinéma. Il ne s'agit pas d'une réunion larmoyante et théâtrale où les bourreaux voient miraculeusement la portée de leurs erreurs, tombent à genoux et s'excusent. Cela n'arrive que dans les films.
La vraie guérison est la prise de conscience quotidienne et tranquille que vous n'avez plus besoin de leur validation pour exister. La vraie guérison consiste à comprendre cette vérité architecturale: on ne peut pas bâtir une maison solide et durable sur des fondations de mensonges, de manipulation et d'amour conditionnel. Parfois, la seule et unique façon de se sauver est de raser toute la structure toxique, de s'éloigner des décombres et d'en construire une entièrement nouvelle à partir de rien, très loin des personnes qui vous ont tendu les allumettes. Mes parents ont passé 32 ans à essayer de me convaincre que j'étais un personnage secondaire, un figurant ennuyeux dans le film glamour de la vie de Tristan. Ils ont fait de leur mieux pour me rendre invisible. Mais ils ont gravement sous-estimé la puissance tranquille, terrifiante et imparable de la personne qui reste dans l'ombre, observant tout, apprenant les plans et développant sa force dans un silence absolu. Ils voulaient m'exclure de leur parfaite atmosphère? Je suis parti et j'ai créé mon propre univers. Et dans mon univers, il n'y a absolument aucune place pour leur gravité toxique. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. S'il y a une chose cruciale que je veux que vous reteniez de tout ce parcours, c'est celle-ci: ne laissez jamais les gens qui échouent à vous aimer correctement dicter votre valeur ultime. Si votre famille refuse de vous faire une place à sa table, arrêtez de mendier leurs miettes. Arrêtez d'essayer d'entrer dans un moule conçu pour vous étouffer. Allez chercher votre propre bois et construisez une table plus grande et meilleure. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous éloigner de parents toxiques qui essayaient constamment de vous rabaisser et d'éteindre votre lumière? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure.